Bonsoir Gilbert, Bonsoir. vous allez bien? Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Bon, alors, je salue déjà tous ceux qui nous ont rejoints. Ils sont de et plus qui en plus vont nous nombreux. suivre. Ça, c'est Exactement. bien. Ça nous Et, fait plaisir, ça. et puis, je leur rappelle qu'ils peuvent nous suivre sur Telegram, sur gilbertcollard.fr, le site internet. Retrouver le live sur YouTube. Voilà. Et alors, j'ai envie de vous demander d'emblée, quel est le programme cette Alors, semaine? d'abord, bonjour à celles et à ceux qui nous suivent, qui sont de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Le programme de cette semaine. Il est riche, je crois. Quelle semaine! Quelle semaine! Alors, on va parler quand même du réveil Macron électoral qui se rend compte qu'il faut demander pardon aux harkis. On va voir ce que ça signifie, cette repentance rétroactive, retardataire. Et puis, on évoquera l'incroyable histoire du sabordage des sous-marins français vendus à l'Australie. Un véritable roman d'espionnage, d'où l'on sort, hélas, on peut le déplorer, un peu cocu. Et enfin, le match. Zemmour, de catch peut-être, Zemmour, Mélenchon et Paris Match. Il y a deux matchs. Il y a le match Zemmour-Mélenchon et puis il y a Paris Match dont on va parler aussi. D'accord ? Voilà. D'accord. Et puis, si chemin faisant, on a des idées qui arrivent, on en parlera aussi. Oui, mais je crois que c'est intéressant de réfléchir sur ces trois événements qui ont marqué la semaine. Et puis si les internautes ont des questions... on est là pour répondre. Enfin, vous êtes là pour y répondre. Oui, il vaut mieux du reste. Oui. Son rôle. Très gentiment, oui. Alors, justement, Macron a reçu des représentants et des descendants de harkis. Déjà, j'avais envie de vous demander, en tant que député européen, est-ce que c'est une question qui a été abordée? Non, absolument pas. L'Union européenne, sauf erreur de ma part, toujours possible, il faut toujours introduire cette clause de prudence, parce que vous avez toujours un historien qui sort de sa poussière pour dire « Ah, attendez, mais en telle année, il y a eu un rapport ». Non, l'Union européenne ne s'intéresse pas du tout à la question des harkis, même s'ils ont été victimes très sérieusement de racisme. Alors, voilà que Macron a son réveil électoral qui sonne. Le réveil Macron a teinté et il s'est rendu compte qu'il y avait un électorat important chez les harkis et qu'il fallait leur faire quelques promesses à 7 mois de l'élection présidentielle. Alors, la situation des harkis, je ne sais pas si parmi les amis qui nous regardent, et les ennemis même, ils sont au courant. Vous, par contre, vous la connaissez, non? Moi, je la connais très bien parce que j'ai été l'avocat du Bachaga Boualem, qui a été... c'était le vice-président de l'Assemblée nationale, d'abord. Ensuite, il était à la tête d'une harka considérable. Encore, il est venu se réfugier à Mastibert, où je suis allé le rencontrer plusieurs fois. Et enfin, il a offert à la France 17 membres de sa famille qui ont été tués pendant ce qu'on appelle pudiquement les événements d'Algérie. Donc, c'est une situation que je connais bien. Je me rappelle même de m'être occupé à une époque, à la demande du Bachaga, d'un lavoir à Mastibert qui était interdit aux chiens et aux Arabes. Bon, on était dans les années 1975-76. C'était sous l'ère de Valéry Giscard d'Estaing. Bon. Alors, il y a 200 000 hommes qui ont été recrutés entre 1954 et 1962 pour servir comme supplétifs. On les appelait ainsi en réalité. Et leur mission consistait en quoi, officiellement des missions d'encadrement, de surveillance, d'entraide, réellement des missions de guerre. Ce sont des hommes qui se sont battus pour ce qu'ils considéraient être leur pays. Parce que quand même, l'Algérie était française depuis 1830. Donc ils avaient le droit de se considérer comme appartenant à un département français. Même si la situation était compliquée du fait que la loi Crémieux avait donné la nationalité française aux juifs, mais pas aux musulmans. Enfin bon, mais ces hommes se sont engagés au nom du patriotisme. Moi, je me rappelle des confidences qu'une avocate qui travaillait chez moi, fille de harki, m'avait raconté son père alors qu'ils étaient dans les camps. Parce qu'ils ont commencé quand ils sont arrivés, quand ils ont pu arriver en France, parce que beaucoup sont morts assassinés en Algérie. Quand ils sont arrivés en France, ils ont été parqués dans des camps, à Ribezat et bien d'autres,
Et le père de ma collaboratrice avait construit une espèce de petit mât, et avec un torchon qu'il avait peint en bleu, en blanc et en rouge, tous les matins, il faisait la levée du drapeau. Bon, c'est une belle leçon de patriotisme. Voilà, on en est bien loin aujourd'hui. Alors, les harkis ont été abandonnés par la France, par le général de Gaulle, il faut bien le dire. Hein, s'il fut grand homme par bien des aspects, là, il ne le fut pas à mes yeux, et je le dis avec beaucoup de franchise. Hein. À peu près 90 000 harkis, c'est toujours discuter les chiffres, mais à peu près 90 000 harkis ont réussi à se réfugier en France. Les autres ont été décimés, ont disparu, assassinés, torturés, égorgés. Le FLN les a vraiment martyrisés et tués. Quand ils sont arrivés, ceux qui le pouvaient, et souvent ils ont été tués sous les yeux des soldats français, à qui on faisait interdiction d'intervenir et qui pleuraient, pour certains, de ne pas pouvoir intervenir. Quand ils ont pu, ces malheureux, rejoindre la France, la métropole, ils ont été parqués dans des camps, et puis après on les a utilisés dans des hameaux de forestage, à toutes sortes de boulots, de petits travails. On a un article du Monde qui date de 1977 qui raconte le racisme auquel ils étaient soumis, les maltraitances qu'ils devaient subir, les humiliations, le froid, la faim, la pénurie. Vraiment, ces hommes et ces femmes ont vécu, parce qu'ils ont servi la France, un réel martyre. Mais en même temps qu'on s'est largement désintéressé d'eux, qu'on les a méprisés, dédaignés, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient constituer une force électorale. Alors là, branle-bas de combat dans les urnes, et on a Chirac, le premier, vieux malin, hein, qui a créé la première journée d'hommage national aux harkis. Tu parles, un hommage, ça ne nourrit pas son homme. C'est le 25 septembre. Hein, c'est non, je crois que c'est en août. Il a créé ça en août 2001. Mais la journée, voilà, le 25 absolument, septembre. absolument. Alors, ça sert à quoi ? Bon, ça sert à quoi de faire des journées d'hommage, hein ? Les hommages, comme je le disais tout à l'heure, ne nourrissent pas, n'habillent pas. Voilà. Hollande, bien sûr, il fallait que lui aussi, il y aille de son couplet et de son petit racolage électoral. En 2007, il a reconnu les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis. Pas mal, non ? Et on a maintenant Macron qui, lui, demande pardon. Mais attention. C'est quand même une bonne chose, non, de demander pardon. Ben, ça coûte rien. Ça coûte rien. Voilà, ça coûte rien, d'autant plus qu'il a quand même, je ne sais pas si vous vous le rappelez, déclaré à un moment donné que la colonisation avait été un crime commis par la France, un crime contre l'humanité. Or, qui seraient les auteurs de ce crime contre l'humanité ? Les Français d'Algérie, les Pieds Noirs, les harkis, les soldats, et il vient demander maintenant pardon à ceux et à celles dont il a pu dire qu'ils auraient participé à un crime contre l'humanité. Ça me paraît absolument fou, absolument déraisonnable, et ce n'est pas les moments de mémoire. Vous savez qu'il y a en plus 2 journées mémorielles, hein. Il y en a une qui est consacrée à la répression du métro Charonne. Oui, avant la fin du quinquennat. Enfin, qui n'a rien à voir avec les harkis, hein, puisque c'était une manifestation on peut dire organisée par le FLN. Hein. Et puis il y a également une petite cérémonie pour la signature des accords d'Évian. Bon, on s'en passerait bien. Mais rien sur un événement terrible où des Français sont morts dans des conditions tragiques, victimes du feu de l'armée française, c'est la tragédie de la rue d'Isly. Ça vaut la peine d'ailleurs de regarder des On images. a le document, ouais. Je crois, ça vaut la peine de se rappeler. Lieutenant,
un peu l'énergie, mon vieux. Halte au feu. Halte au feu. Quand tout fut fini, on releva 46 morts et plus de 200 blessés, dont 20 devaient encore mourir. On retrouva plus de 2000 douilles. Oui, c'était le 26 mars Terrible, hein. 1962. Pour eux, personne ne demande pardon. Mais c'est bien que l'on demande pardon pour le traitement inhumain qu'on a infligé aux harkis. Mais vous ne croyez pas qu'il serait quand même utile de demander aux autorités algériennes, au FLN notamment, de demander pardon pour tout le mal fait aux harkis qu'ils considèrent comme des traîtres, alors que on ne peut pas être traître quand on vit dans un pays qui est français depuis 1830. Ça n'a rien à voir avec une période d'occupation temporaire. Moi, je pense qu'on devrait demander aux autorités algériennes, au FLN, de demander pardon, voyez-vous. Malheureusement, on le fait pas, voilà. Donc vous pensez que Alger ne fera jamais de geste? Non, Alger ne fera jamais de geste. Du reste, on a eu des propos qui ont été tenus par des responsables du FLN récemment, qui ont réagi aux propos tenus par M. Macron. Alors, ils ont dénoncé, bien sûr, le truc électoral. L'Organisation nationale des Moudjahidines n'a pas hésité à dire que c'était de la récupération électorale. Le FLN, de nouveau, a traité les harkis de traîtres, et le journal L'Expression a mis en cause, devinez qui? L'extrême droite. Comme quoi, ça n'est pas qu'une maladie. Ça n'est pas qu'une maladie française, c'est une maladie qui frappe aussi en Algérie. Bon, qu'on fasse quelque chose pour les harkis. Et ce n'est pas la promesse de Macron d'organiser une sorte d'aide financière dont on ne connaît pas le montant, qui n'est pas chiffré, qui pourra nous rassurer, d'autant plus qu'il n'aura pas le temps de le faire. En tout cas, il y a un commentaire et une question de Danielle Ducasse qui va en ce sens, puisqu'elle nous dit vous dites que vous demandez pardon, ça ne coûte rien. Enfin, dans un premier temps, il leur accorde 300 millions, ça coûte ça, et ensuite combien et pour qui? Combien en reste-t-il? C'est pour les enfants, ces sommes-là? On n'en sait rien, le texte n'est pas encore voté. Quand le texte sera voté, comment sera-t-il financé? Quand sera-t-il mis en application? Quels seront les critères d'habilitation à ces crédits? Vous savez, ça fait tellement longtemps qu'on promène les harkis que je crois qu'ils ont fini par ne plus croire du tout aux promesses électorales. C'est toujours quand arrive une élection qu'on se souvient des harkis pour essayer finalement d'avoir leur voix. Bon, je crois qu'ils ne sont pas dupes, ils ne l'ont jamais été. Ils savent que nous, on les a toujours aidés. Voilà, depuis très longtemps, le Front National, le Rassemblement National, la droite, par quelques-uns de ses représentants, a apporté son aide, sans aucun soutien de l'Union européenne, qui ne se préoccupe absolument pas de cette question-là, alors qu'elle se préoccupe de tous les malheurs de l'humanité. Bon, mais là, non. Alors qu'on a affaire à des hommes et à des femmes qui ont été réellement victimes d'un réel racisme. Alors là, vous avez beaucoup parlé des harkis, ce qui amène un commentaire de Dina Panard, qui dit... Et les pieds noirs, eux, ils ont tout perdu en Algérie. Ils sont arrivés en France avec rien du tout, que leurs valises et leurs pleurs, et on leur a jamais rien donné aux pieds noirs. Les pieds noirs ont tout perdu. Je veux dire que moi j'en ai connu beaucoup habitant Marseille, qui ont cherché refuge sur ce sol méditerranéen, alors que le maire Gaston Defferre voulait les jeter à la mer. Il l'a dit. Il l'a dit. Un brave socialiste. Il voulait les jeter à la mer. Nous, on avait recueilli une famille de pieds noirs, les Bernabeux, je me rappelle de leur nom. Et je revois encore cette famille. On avait la chance d'avoir un peu de place et on les a hébergés. Ils étaient perdus. Je ne sais plus comment on les a rencontrés, mais enfin, ils avaient vraiment que la valise. Et on s'est vraiment rendu compte de ce que c'était
humainement, physiquement, de tout abandonner derrière soi. Imaginez que du jour au lendemain, vous fermez la porte de votre maison, vous fermez la porte de votre cimetière, vous fermez la porte de votre école, vous fermez la porte de toutes les maisons, de tous les voisins, et vous partez pour ne plus jamais revenir. Jamais. Et vous avez tout perdu spirituellement, tout perdu matériellement, tout perdu affectivement, et la terre qui devrait vous accueillir, puisque c'est votre terre d'accueil, eh bien, elle ne vous accueille pas. Elle ne vous reçoit pas comme elle devrait vous recevoir. On ne mesure pas l'étendue de la souffrance des pieds noirs. Et si j'ai un reproche à faire au général de Gaulle, c'est qu'il aurait pu organiser le départ différemment, avec une protection accrue, des intérêts mieux défendus, mais ça n'a pas été fait et je le regrette beaucoup, beaucoup. Alors, la question mémorielle est délicate. Quelle est votre position sur le rapport Stora ? Il est très partisan. Hein. Bon, on connaît bien M. Stora, c'est un homme de gauche, donc il a une vision très favorable au FLN. Il faudra beaucoup de temps pour qu'on arrive à une lecture apaisée de la guerre d'Algérie, car ce fut une vraie guerre, avec tout ce qu'elle a pu avoir de masqué, de caché, de religieux aussi, hein, parce que la guerre a quand même commencé au cri du djihad. Tout cela, il faudra un jour qu'on puisse l'étudier plus sereinement. Alors, difficile transition. On dit sans transition, voilà. Voilà, sans transition. Alors, grosse crise diplomatique. L'Australie qui rompt ses achats de sous-marins à la France. Alors bon, c'est intéressant de réfléchir sur la situation des harkis, parce qu'on se rend compte que finalement, pour tirer la leçon rapidement, avant de passer aux sous-marins, c'est purement électoral. Voilà. Et ça, c'est putassier, quoi. Voilà. Les sous-marins. Alors voilà, c'est un petit peu plus... Les sous-marins. Non, attendez, c'est grave. Il y a quand même des choses dans cette histoire. C'est grave. On a l'impression d'être dans une pièce de Labiche, mais c'est gravissime du point de vue de l'atteinte à notre dignité, du point de vue de l'atteinte à notre économie. Que d'argent perdu, que de dignité perdue aussi. Alors, je ne sais pas si nos amis ont pu suivre ce feuilleton à rebondissement. Bon, en 2016, un accord est signé. Je crois qu'il y avait l'inoxydable Le Drian, déjà, sous le Rondelet Hollande. 16 sous-marins à propulsion classique, c'est important, vous verrez pourquoi tout à l'heure, sont vendus, fournis à l'Australie avec la contribution, attention quand même, pour quelque part des États-Unis, pour quelque part également de l'Australie. On est ravis, le marché est mirobolant, c'est vraiment la bonne nouvelle, le temps passe, les heures sonnent, et on arrive à ce fameux complot qui va faire que nous allons perdre le marché des sous-marins. Comment cela a-t-il pu se passer furtivement sous notre nez ? Le contrat devant lier la France à l'Australie aurait dû durer 50 ans. Il y a plusieurs personnages convoqués par Agatha Christie qui, parce que les Anglais ont joué un rôle, alors eux comme amis, alors eux, il vaut mieux les avoir comme ennemis. Au moins, on ne s'attend pas au coup de poignard dans le dos. Hein. Bon, il y a Bojo, c'est Boris Johnson, qui avec son air dégingandé, de guignol whiskiteux, est une sacrée bête de scène et une sacrée bête politique. Hein. Lui, il a tout de suite compris l'intérêt qu'il avait à se glisser dans l'affaire, et il a joué un jeu très très important dans le rapprochement entre l'Australie et les Américains. C'est la vieille entente anglo-américaine, bien évidemment. Et puis il y a, on a l'impression que c'est fait exprès, quoi. Moriarty. Eh oui.
savez, Ah oui, je l'ennemi m'en souviens mortel très bien, oui. de Sherlock. Alors Moriarty, lui, c'est le secrétaire d'État à la défense de l'Australie. Et puis on a Campbell. On a l'impression que c'est un nom de whisky. Lui, c'est le chef d'état-major des armées. Et il y a ScoMo. ScoMo, on a l'impression que c'est un nom de code, qui est Premier ministre. Et on a Newman, qui est l'amiral. Voilà. On a tous les personnages qui vont œuvrer en douce. En sous-marin. En sous-marin, c'est le cas de le dire. Notre périscope n'a rien vu. Et ils vont se mettre d'accord, tenez-vous bien, dans les Cornouailles britanniques. On a été fait cocu dans les Cornouailles lors d'un G7 en juin 2021. Et le jour où les sous-marins s'en vont, prennent la route vers le commerce américain, ce jour-là, perfide Biden est allé faire la bise à Macron, qui, paraît-il, a été très content de la bibise de Biden. Bon, et la question qui se pose, fondamentale, essentielle, car une nation ne peut pas accepter un tel affront, une telle arnaque. Que peut-on faire? Non. Non. Comment nos services secrets n'ont-ils rien vu? Comment notre ambassade n'a-t-elle rien vu? Qu'est-ce qu'on a foutu? Vous comprenez, tous ces rendez-vous, toutes ces rencontres, toute cette organisation, tout ce glissement du contrat, ça fait du monde, ça fait du mouvement, ça fait du bruit, et nos services secrets n'ont rien vu. Et notre ambassadeur n'a rien vu. Bon, quand même, il devrait fournir quelques explications. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a des députés qui souhaitent une commission d'enquête. Très entre nous, la commission d'enquête ne donnera rien, parce que la particularité des commissions d'enquête, c'est de ne jamais rien donner. Mais ça fait plaisir, on a l'impression qu'on fait quelque chose. Et l'Union européenne, Gilbert? Et l'Union européenne, est-ce qu'elle a fait quelque chose? Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Voilà une bonne question. L'Union européenne, d'abord, elle a été silencieuse comme un sous-marin qui, dans le fond des mers, se tapit. Et puis, à un moment donné, Ursula von der Leyen a fait quelque chose. Oui, elle a dit combien elle était désolée, non? Désolée, malheureuse, triste. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est un beau cataplasme sur un beau coup de pied au cul. Bon, à part ça, rien, mes amis, rien. L'Union européenne, rien. L'Allemagne, rien. Sont de sacrés bons copains, les Allemands. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, c'est l'Union européenne de la désunion complète. Hein. Mais, rassurez-vous, je ne voudrais pas que vous dormiez mal cette nuit. Ou en tout cas, je ne voudrais pas que nos amis qui nous écoutent partent avec un poids sur le cœur. Macron est content. Ah oui, Macron est content parce que à cause de son entretien. Non, oui, avec il a eu Biden au téléphone. Ils ont pu se parler et ça va beaucoup mieux parce qu'on va reconstruire un lien de confiance. On va pouvoir rétablir des liens. Voilà, cocu, battu, content, quoi. C'est peut-être la nouvelle devise de la République française sous Macron. Bon, alors. J'en reviens à ma question, qu'est-ce qu'on peut faire? Non mais quelle humiliation, voilà. Oui. Oh, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on a perdu complètement l'autorité qu'on avait. On a perdu le prestige qu'on avait, qu'on peut retrouver. Moi, je ne suis pas décliniste. Hein. Je pense qu'on peut retrouver cette autorité, qu'on peut retrouver ce prestige. Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut qu'on réfléchisse très sérieusement à prendre le temps, mais à sortir de l'OTAN. Parce que je ne vois pas pourquoi on continuerait à prêter la main aux Américains qui nous poignardent, qui nous trahissent. Donc moi, je suis pour une sortie de l'OTAN. Ensuite, on n'a aucune raison d'aller à la fameuse réunion mondaine par Skype, le fameux sommet réseaux sociaux, des démocraties. le sommet des démocraties, voilà.
c'est une réunion participative. Qu'est-ce qu'on va y foutre? Moi, je suis partisan qu'on n'y aille pas. Macron, la seule chose qu'il a su faire, c'est de rappeler l'ambassadeur pour le renvoyer. Il est venu et il repart. Voilà, bon, mais je crois que la réalité, c'est qu'on doit vraiment reprendre, et l'Europe nous en empêche, c'est ça qui est terrible, hein, reprendre notre vrai potentiel d'autorité pour montrer que on ne peut pas nous prendre comme ça pour des cons, quoi. Voilà. Alors, les Australiens disent, oui, mais nous, ce qu'on voulait, c'était un sous-marin à propulsion nucléaire. Mais on pouvait leur fournir. La vérité, c'est qu'ils sont en train de s'organiser entre eux, parce qu'il y a la Chine qui les préoccupe, et que nous, on n'a plus cette stature qui fait qu'on est un interlocuteur qu'on ne doit pas froisser, voilà. Mais je ne désespère pas qu'on reprenne un jour la main. Alors, la situation inspire un commentaire à Alain Colombe. C'est mieux d'être trahi par Biden. C'est un copain, dit-il. On l'a soutenu contre Trump. Si ça avait été Trump oui, il a bien qui raison, avait fait ça, la France est membre de l'Union européenne. Elle a été vachement soutenue par ses petits copains. Vive l'Europe. Voilà, bravo. Ben il voit juste, hein, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré cette réalité qui nous gifle, qui nous botte le cul, qui nous crache à la figure, eh bien, on ne veut pas la voir, cette réalité. On ne veut pas la voir. Alors, c'est vrai, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu si ça avait été Trump? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? On en parlait encore pendant des jours et des jours. Oui. Mais là, comme c'est Biden l'endormi, hein, tout va... Enfin, endormi, pas tant que ça, hein, quand même. Hein. Faux endormi. Faux endormi, hein. Alors, autre question de Di Alan, si je prononce bien. Monsieur Collard, que pensez-vous de la ville de Rouen qui déboulonne une statue de Napoléon pour la remplacer par une terroriste du FLN? C'est une folie. C'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je pense que ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit, mais vous savez, on est quand même dans un monde de fous. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la folie, hein, qui traverse l'époque. Hein. Vraiment. Alors, folie, justement... On déboulonne parce que les gens, peut-être, perdent les boulons. Hein, oui. Ou pètent les boulons. Bien vu, bien vu. Alors, est-ce que vous allez suivre le grand débat de ce soir? Oui. Oui, je vais regarder. D'abord, est-ce qu'ils ont raison de débattre Zemmour et Mélenchon? Ben ça, c'est la question qui a agité les journaux. Libération, qui pense. Les seuls penseurs de France sont à Libé, vous le savez. Hein. C'est posé la question aujourd'hui, faut-il débattre? Alors, d'abord, moi, ce qui m'a frappé, je le dis pour nos amis, s'ils n'ont pas pu faire une revue de presse détaillée, c'est toute cette surenchère verbale très fascisante au sujet de Zemmour. C'était le cas pour Marine Le Pen aussi, et pour votre serviteur, bien sûr. Alors, on le traite de polémiste xénophobe. On le compare dans Libé à Édouard Drummond, horrible, rien antisémite, auteur d'un livre profondément antisémite, bon, un sale personnage, vraiment. Bon. Mélenchon, lui, avait dit, mais ce que dit Mélenchon le renie. Mélenchon avait dit qu'il ne se laisserait jamais enfermer dans un débat puant avec Zemmour et compagnie. Mais là, à 11%... Vous me direz, là où il est lucide, c'est qu'il ne veut pas se faire enfermer. Il est peut-être prémonitoire. Hein, bon, mais maintenant, il est d'accord pour faire le putois dans le débat puant. Hein, il y va. Bon, voilà. Alors, on dit aussi que c'est une candidature abjecte de Zemmour, que c'est un monstre médiatique. Ah oui, il y a un ministre qui a dit de lui que c'est un mélange de Goebbels et de Gargamel. Goebbels, je sais qui c'est. Et Gargamel ? Gargamel, je crois que c'est dans les Schtroumpfs, non ? Oui, c'est ça, c'est le méchant qui a un chat.
Ah, c'est un chat. Non, c'est un méchant qui a un chat. Ah, c'est un méchant qui a un chat, d'accord, voilà. Voyez donc le niveau, le niveau d'analyse de ce débat, quoi. C'est quand même assez consternant. Alors, si on fait l'historique des débats. Mais d'ailleurs, la gauche elle est très divisée aussi sur cette Ah ben, la gauche est participation. très, très, très divisée. Les communistes sont contre. Jadot, qui est en train de se faire déconstruire par Madame Rousseau. Vous savez elle a déclaré qu'elle avait un mari qui était déconstruit. Mais franchement, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. Bon, Jadot lui dit que c'est un débat immonde, mais rien que ça, quoi. Immonde, rien que ça. Voilà. Et il ajoute, et là il n'a pas tort, que Mélenchon veut gratter du buzz. C'est vrai que... C'est ça, ce que j'allais vous dire tout à l'heure, 11% d'intention de vote. Non mais bon, il est pas la complètement gloriole. à l'agonie, il est convalescent, donc il va se faire une perfusion de sang médiatique auprès de Zemmour. Il espère bien évidemment reconquérir un peu de présence, hein, ce qui aujourd'hui lui manque beaucoup. Quand même, quand on voit toutes ces déclarations au sujet du débat, c'est intéressant de se poser la question, faut-il débattre ou pas mais le fait même qu'on se pose la question, quand même, est très significative de l'ostracisme politique qui existe dans ce pays. Rappelez-vous le débat Le Pen, Tapie. Ah oui. Aux C'était- européennes d'ailleurs. Je ne sais plus, je crois. c'était Paul Amar qui organisait le débat, il avait sorti des gants de boxe. Voilà. Peut-être que ce soir, on aura, un match. peut-être des sabres lumineux, hein, qui sait, tout est... En tout cas, Mélenchon se prépare. Hein. Ah oui. Est-ce que vous avez suivi un peu J'ai voilà. vu ça, dites donc. Alors, on peut dire qu'il n'a pas la pêche, mais il a Du la lait fraise. fraise. Il a la Du lait fraise. fraise. Oui. Il buvait du lait fraise. Buvait du lait frais. Voilà, Alors, tonifiant. La question qui se pose, c'est de savoir qui sert... Et attendez, il Oui. est aussi allé au musée Carnavalet. Ah oui, on m'a raconté ça. Il paraît qu'il est allé faire une visite au musée Carnavalet, qui est un magnifique musée, qui est surtout consacré à la Révolution française. Moi, je pensais qu'il allait emprunter le fauteuil roulant de Couthon. Couthon avait un fauteuil roulant, vous savez, qui fonctionnait à Je manivelle. ne savais pas, mais voilà. Maintenant, Non, je le mais sais. ça aurait été bien qu'il arrivât dans ce char, mais non, bon. Et voilà, donc, vous me direz, on a été sauvé, hein, il n'est pas allé au musée Grévin. Mais voilà, C'est sûr. Mélenchon se prépare, donc ça va être un débat, peut-être finalement un débat intéressant sur le plan intellectuel, hein, intéressant sur le plan intellectuel. alors, ce qui est marrant d'ailleurs, est-ce que vous saviez que Mélenchon devait participer à un autre débat le soir même, qui va avoir lieu sur France 2 avec Darmanin, et il va Oui, être mais remplacé par pas Pécresse. folle la guêpe. Entre Darmanin, Morne-Pleine et Zemmour, langue de feu, quand même. Pécresse, je dirais pas. Quel type? Je me tairai. Il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on parlera de Paris Match tout à l'heure, du reste. oui. Mais ce qui est extraordinaire quand même, et on va pour réfléchir un peu plus là-dessus, Chirac avait refusé de débattre avec Le Pen parce qu'il avait la trouille. Ce ne sont pas les valeurs. Du reste, moi, je ne supporte plus ces hommes politiques qui parlent de leurs valeurs comme s'ils pouvaient se donner à eux-mêmes des certificats de civisme. Mais Mélenchon voulait qu'on interdise le Front National. Rappelez-vous. C'est vrai. Tout ça, c'était complètement fou, complètement déplacé. Et aujourd'hui, ils sont prêts à débattre avec Zemmour. En définitive, ce débat, il peut être intéressant, mais il servira et à l'un et à l'autre. Les gens de gauche trouveront que Mélenchon a été bon et les gens de droite trouveront qu'Éric Zemmour a été bon. Je pense quand même, on verra bien, hein, on va le regarder Bon, tout à après, l'heure, on hein, peut que s'attendre Mélenchon, à- comme d'habitude, va en faire trop. Enfin, on Voilà. peut s'attendre à tout quand même, hein, je veux dire, vu les deux personnages. Il faut toujours s'attendre à tout. Rappelez-vous Collard et Cohn-Bendit. Oui, c'est vrai. Et justement, cette une de Paris Match que vous aviez commencé à évoquer, ben voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là encore, écoutez, ça, quand même, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une photo? Je ne sais plus, on a inventé un néologisme, paparazzidé, ou
Est-ce que c'est une photo qui a été faite volontairement ou est-ce que c'est une photo qui a été volée? En clair, est-ce que c'est un coup de pub ou pas? Étant donné qu'Éric Zemmour fait un procès, ça ne peut pas être un coup de pub. C'est donc bel et bien une photo volée. Et je trouve ça dégueulasse parce qu'un homme politique, comme qui que ce soit, a droit à sa liberté et au respect de sa vie privée. Cette photo, comme le disait le regretté Jean-Pierre Coff, c'est... Mais c'est de la merde! Voilà. Ben oui, En non, un c'est, mot. en un mot, comme en mille, tout est dit. Bon, mais quand même, c'est le fric qui guide, quoi. Voilà, ils veulent... BFM sait qu'elle va faire de l'audimat. Paris Match sait qu'il va peut-être avoir des lecteurs, ce qui n'est pas gagné, mais tout est conditionné par cet intérêt capitaliste. Bon, voilà, c'est une drôle d'époque, hein, quand même. Hein. Drôle d'époque. Plus on réfléchit, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose de déréglé, quoi, de déréglé. Et c'est la raison pour laquelle moi je trouve que c'est bien de faire un peu le point comme ça, calmement, tranquillement, avec nos amis. Bon, on est un peu dans la politique au spectacle, hein, maintenant. Oui, on fait dans la politique spectacle, dans le spectacle de la politique, on ne sait plus très bien ce qui se passe. Alors, autre personnage intéressant, en tout cas pour Jacques Le Canard, qui vous demande ce que vous pensez de lui. De Jacques Le Canard? Non, de Robespierre. De Robespierre? Oui. Il me demande ce que je pense de Je sais Robespierre. pas, lien avec Mélenchon, je ne sais pas. J'ai rien compris à votre question. Si vous avez compris, veuillez lui envoyer Si, un Monsieur petit mot. Collard, que pensez-vous du personnage de Robespierre? Mais il parle de qui? De Robespierre ou de Mélenchon? Ah non, de Robespierre. Ah ben Robespierre, c'est un personnage très complexe qui a été étudié par de nombreux biographes. Hein. Il faut toujours se méfier de ceux qui veulent à tout prix incarner la vertu. Alors, il y a du bon dans Robespierre, mais il y a aussi du mauvais, qui est cet aspect très intransigeant, quoi, hein, on l'appelait l'incorruptible. Moi, je me méfie de ceux qui se présentent comme des incorruptibles. Merci Gilbert, nous n'avons pas d'autres questions, mais par contre, si vous nous avez rejoints en cours du live, vous pourrez suivre l'intégralité sur YouTube. Vous pouvez nous suivre toute la semaine sur Telegram. Et surtout, sur nous envoyer, gilbertcolard.fr. si vous avez besoin, si vous avez le moyen de nous envoyer des idées. Oui, alors je donne l'adresse mail newsletter.gilbertcolard@gmail.com. Voilà, vous pouvez nous contacter, nous raconter ce qui se passe, nous poser même des questions techniques. Hein, on est là pour y répondre. Hein. On peut même faire appel à des amis qui, si on ne peut pas répondre, répondront pour nous. Hein. Mais il faut qu'on ait les questions avant, bien évidemment, pour pouvoir les soumettre. Et s'il y a des événements qui vous préoccupent, des injustices par exemple, hein, qui sortent de l'ordinaire, il ne faut pas hésiter à nous le dire, parce qu'on se fera un devoir d'en parler et de le dire. Merci Gilbert. On va regarder le débat, on va se marrer. Allez, Allez, je pense. Allez, on va le regarder. Bonne soirée, hein.